Plein d'autres champs de recherche. Aujourd'hui, il y a un mot qui est très à la mode, c'est Big Data. Toutes les compagnies d'assurance en font. Donc, si vous vous faites assurer, vous serez scanné. On saura votre âge, votre permis de conduire, l'endroit où vous habitez, le nombre d'accidents que vous avez fait ou pas fait, vos antécédents, le type de voiture, sa cylindrée, sa couleur. Si vous assurez sur la vie, on va regarder votre patrimoine génétique, on va savoir comment vos parents se sont comportés. Ah ben, on le fait actuellement. Ne vous trompez pas, on le fait. Il y a même une entreprise qui s'appelle Corona Direct qui a dit à certains de ses assurés, si vous voulez, on met une boîte noire et on enregistre tout votre comportement, chaque fois que vous conduisez. Wow. Et donc, la question, c'est comment on puisse traduire tout ça en processus de tarification. Eh bien, actuellement, on n'en sait rien. Parce qu'on ne sait toujours pas définir de bon voisinage. Donc, j'ai une espèce de tarification type. Et donc, je vais mettre le même tarif sur tous les assurés qui sont en voisins. Est-ce qu'il y a moyen de définir des voisinages en dimension n? Ben, on va voir. Alors, hop. Un intervalle, c'est facile. Je vais tarifer de la même façon tous les gens qui ont le même âge. Mais dès que je vais augmenter le nombre de paramètres, comment je vais définir un voisinage? Un voisinage, c'est tous les gens qui ont entre 18 et 19 ans. Qu'est-ce que je fais si je monte en dimension? Ben, j'ai des gros problèmes. Parce que si je passe de l'intervalle au cercle, à la sphère, à l'hypersphère, j'obtiens des volumes qui tendent très vite, uniformément vers zéro. Plus votre sphère grossit, plus elle est petite. C'est bizarre, hein? Plus elle grossit en dimension, plus elle est petite en volume. C'est marrant, hein? Donc, dès que vous avez 14, 15, 16 critères d'évaluation dans le big data, ben, vos voisinages, ben, il n'y a plus personne dedans, quoi, parce qu'ils sont de volume nul. C'est marrant, hein? Donc, il y a de la recherche, il faut trouver. Alors, on pourrait se dire, bon, ben, non seulement c'est ça, mais en plus de ça, quand on a un voisinage, toutes les observations sont à la frontière. Il n'y en a aucune qui est au centre. C'est-à-dire au point de tarification de référence. Il y a du boulot à faire, hein? Redéfinir la notion de voisinage. Alors, on peut se dire, ben, qu'est-ce qui se passe si on passe du segment au carré, au cube, etc., ou après à l'hypercube? Ben là, on a un autre problème. C'est qu'à ce moment-là, on commence à avoir des observations qui s'éloignent de plus en plus du tarif de référence. Ben, c'est une bête application de Pythagore. Hein. C'est qu'en dimension n, ben, vous avez un individu qui est à racine n du point de... Donc n peut être très grand, à racine n du point de référence, donc très loin, et qui est tarifé de la même façon. Donc c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a plein de recherches à faire. Il y a plein de recherches. Parce que tarifer, c'est passer toujours en dimension 1. Un tarif, c'est un prix. Hein, donc c'est un prix qui va de 0 à l'infini. Donc on est dans les réels positifs. Hein, donc on est de toute façon en dimension 1 quand on tarifie. Et donc ça, c'est le paradoxe du big data. Hein, parce que si j'ai des variables indépendantes que j'observe, ben, je ne peux pas réduire l'espace, je ne peux pas observer l'espace, je ne peux pas déterminer les outliers, les aberrants. Et si je me trouve avec des variables dépendantes, ben, c'est idiot. Si j'arrive à réduire l'espace pour visualiser la tarification, c'est idiot, parce que ça veut dire que je prends en compte plusieurs fois la même chose, la même variable. Donc ça ne marche pas non plus. Waouh! C'est horrible, parce que dès que les variables sont dépendantes, ben, tout processus de modélisation est instable. Parce qu'une toute petite différence, comme le système est indéterminé, va me donner des grosses différences au niveau du processus de tarification. C'est horrible. Hein? Et donc, j'ai un peu accéléré, je m'en excuse. Et donc, on est ici aux confins des mathématiques et des sciences. Pourquoi aux confins des mathématiques et des sciences? Parce que les matheux, ils ne s'occupent jamais du réel. Ils construisent des théories en se disant, voilà, j'ai de beaux axiomes, je les accepte, ils sont vrais, ils sont voilà, magnifiques, et je travaille là-dessus. Jamais de processus de validation. Ben, les scientifiques, ils ne font pas comme ça, ils font des hypothèses, ils construisent un modèle qui est parfois mathématique sur base des hypothèses, et puis, il y a un processus de validation. Si les observations ne coïncident pas avec les résultats du modèle, on jette le modèle. Eh oui. Et donc, on se trouve dans deux systèmes différents. Les maths, en fait, ce n'est pas un procédé scientifique. C'est un procédé purement intellectuel. Pourvu que mes hypothèses, mes axiomes soient non contradictoires, et encore, on n'en est pas toujours sûr, je joue. Mais dès que je suis dans le monde réel, ça ne marche plus comme ça. Hein. Parce que le réel est là pour me dire, et tu supposes que, mais ce n'est pas vrai, hein, je le vois. Et donc, en actuariat, on a en plus de ça un cadre légal qui m'empêche de faire une procédure de validation pour tout. Regardez l'exemple des taux de décès, ces dames qui meurent à 43% de nous, messieurs. On est vraiment à plaindre. Hein? Mais le législateur dit non, vous faites un modèle où ces deux taux de mortalité sont les mêmes. Oui, mais il y en a un qui est plus de 2 fois plus petit que l'autre. C'est pas grave.
C'est intéressant de voir ça. Hein. Ces lois constituent des axiomes, donc on doit construire. Mais on doit quand même appliquer une procédure de validation. Parce que si notre compagnie d'assurance tombe en faillite, c'est une catastrophe, on ne peut pas. Donc au niveau du bilan, on doit quand même valider notre modèle, en sachant qu'il est faux. Parce que nos axiomes sont non conformes aux observations. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Hein. Et donc le pauvre actuaire, hein, qui fait soi-disant des maths simples, vous avez vu, on a fait des choses quand même un peu plus amusantes. Et on pouvait aller plus loin, hein, si j'avais 2 heures, je pourrais faire des choses plus amusantes encore. Ben, il a un cadre axiomatico-légal qui l'enferme. Il est obligé d'être rentable parce que quand vous avez 2 millions de clients, si vous faites faillite, c'est une catastrophe sociale. Et puis, il est toujours habité par un souci d'équilibre. Il ne peut pas être trop cher, sinon les autres sont des concurrents. Et d'éthique, il doit équilibrer les flux. Et en plus de ça, il travaille avec des mathématiques qui ne sont pas encore en place. Les modèles financiers, ils ont quelques décennies, hein, ils ne sont pas plus vieux. Hein. Les modèles probabilistes qu'on utilise, ils sont récents, ils ont aussi quelques années. Il y en a qui sont en construction. Alors franchement, être actuaire, c'est fabuleux, n'est-ce pas ?